Bonjour tout le monde, je vais me livrer à un exercice que je n'aime pas vraiment, qui est celui de répéter, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, ce sera peut-être un peu différent de ce que je dis dans la session précédente. Donc moi je suis l'ancien doyen de la faculté de médecine Simone Veil à Versailles et je suis médecin hospitalier à l'hôpital de Garches. Micro plus haut, voilà. Et donc j'ai sur les 16 diapositives, il y en a 2 qui sont importantes, la première et la dernière. Donc restez réveillés pour la première, réveillez-vous à nouveau pour la dernière. Entre les deux, si vous vous déconnectez, c'est pas trop grave. Alors, pourquoi cette diapositive est importante? D'abord parce qu'elle vous dit que mon topo n'a pas la prétention de parler pour la France entière, l'Europe ou le monde entier, mais notre préoccupation elle est beaucoup plus modeste, mais déjà importante, c'est le territoire des Yvelines dans lequel se trouve la faculté de médecine. Et donc c'est un territoire extrêmement important, dans lequel se trouve une faculté de médecine, mais dans lequel le CHU ne se trouve pas du tout. Et c'est un territoire qui est également, pour moi, tout à fait caricatural de la situation du système de santé en France. Le département des Yvelines est l'un des 2 départements les plus riches de France. Le département des Yvelines est aussi en surface l'un des plus grands. Donc le CHU n'y est pas implanté et la densité médicale y est très hétérogène. Elle est en moyenne de 35 à 40 pour 100 000 habitants sur un territoire qui fait à peu près 290 000 habitants, avec une distribution extrêmement hétérogène, une densité beaucoup plus forte au Chesnay ou à Versailles qu'à Trappes ou à Mantes. Plus importante à Mantes-la-Jolie qu'à Mantes-la-Ville. OK ? Donc, voilà, poser les problématiques des Yvelines. Et il y a un chiffre qui, pour moi, est un chiffre qui est très important. Vous habitez dans les Yvelines, vous y êtes né, vous avez grandi, vous êtes une femme, aujourd'hui vous avez 60 ans. Eh bien, si vous avez vécu, grandi, habité au Chesnay ou à Versailles, comparativement à votre alter ego qui aura vécu, grandi à Trappes, vous avez une espérance de vie supérieure de 10 ans. Supérieure de 10 ans. Vous savez quelle est la distance kilométrique entre Versailles et Trappes? À vol d'oiseau, 10 km. Donc, voilà la situation du système de santé en France. Une extraordinaire hétérogénéité dans la prévention, c'est-à-dire comment on empêche les gens de tomber malades, et quand ils sont malades, comment on les suit suffisamment pour que leur maladie n'impacte pas leur vie sociale et professionnelle. Et puis deuxièmement, comment on s'assure que chacun ait un égal accès aux soins. Alors c'est, modestement, la faculté de médecine a souhaité, dans le cadre de ses missions sociales et sociétales, s'attaquer à ce problème sur son territoire. Et il y a quelques années, près de 6 ans maintenant, on a eu l'idée de dire, OK, le CHU n'est pas dans les Yvelines, mais essayons de faire venir, de projeter les missions du CHU sur le territoire, de façon à impacter l'accès aux soins et l'espérance de vie en bonne santé. Et donc on s'est dit, ce qui est fondamental, c'est d'éviter l'écueil de décider pour les autres. Et donc il était fondamental de savoir ce que les citoyens du 78, aussi bien de Trappes que du Chesnay, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins à couvrir et de quoi ils s'en fichent. Et donc, pour nous, le fait de construire un Living Lab porté par les citoyens des Yvelines est le cœur du projet de l'hôpital virtuel. C'est de là que doivent émerger les idées, ensuite les opérationnaliser pour impacter concrètement et durablement le bien-être et la vie en bonne santé des gens sur le territoire. Pas à 1000 km, pas dans un autre pays, sur le territoire, et pas dans 10 ans, mais dans leur vie de tous les jours. Voilà l'ambition, voilà l'enjeu. Et ce Living Lab va pour
essayer de répondre à ces enjeux, s'appuyer sur deux plateformes. Une plateforme dite pédagogique, éducation, formation, et pas simplement des professionnels de santé, mais aussi des citoyens, des patients experts. Et puis, prévention et télésanté, parce qu'il ne faut pas que des mots, il faut aussi des actions concrètes pour transformer l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Donc voilà ce qu'est le projet de l'hôpital virtuel. Alors on va passer rapidement sur des choses qui sont plutôt techniques sur les diapositives, puis on s'arrêtera un peu plus longuement sur la dernière diapositive, comme on l'a fait sur la première. Donc encore une fois, on est dans un territoire important, 7500 étudiants à l'université, donc c'est dont à peu près un sixième dans le champ de la santé, la nécessité de l'interprofessionnalité et la nécessité d'une véritable interaction. C'est quoi la formation et l'éducation? C'est la prévention, mais c'est aussi la prévention, la sécurité des soins et la qualité des soins. Tout est lié et tout doit être totalement intégré. Le Living Lab, donc au cœur du dispositif de la plateforme de simulation, l'interprofessionnalité comme étant la règle d'or à garder, c'est-à-dire que le sujet dans cette plateforme n'est pas de former des individus. Le sujet, c'est de former des équipes. Il n'y a pas d'individu qui gagne, sauf au tennis ou dans les sports individuels. Mais dans la vie de tous les jours, les individus tout seuls ne gagnent pas, quel que soit leur caractère, quelles que soient leurs compétences. Il faut toujours l'appui, le soutien d'autres. Donc il faut former les gens à travailler en équipe, et les équipes ne doivent plus se concevoir comme étant des équipes corporatistes ou interprofessionnelles, mais les patients, les citoyens doivent être des membres actifs de ces équipes. Et ça, c'est quelque chose, en France, comparativement au Canada, par exemple, ou aux pays scandinaves, qu'on commence seulement à comprendre. On a pris beaucoup de retard. Les outils sont, cette diapositive pour insister sur le fait que ce n'est pas une question d'outils. Même si on va continuer de faire des innovations et trouver de nouveaux outils, on a déjà tout ce qu'il faut pour passer à l'acte très concrètement. On pourra revenir si vous avez des questions sur ce point-là. De la même façon, en matière d'enseignement à distance, grâce au numérique, parce qu'encore une fois, il faut changer le paradigme, et en particulier si on veut participer à l'éducation, à la formation des citoyens, il ne faut pas qu'ils aient à prendre une journée de travail ou trouver le moyen de garder leurs enfants pour se rendre à une réunion d'éducation ou d'information sur la santé. Il faut que ça puisse être intégré dans leur planning quotidien. Et donc, le numérique doit nous aider dans cette dimension. La plateforme qui s'intéresse aux actes concrets en matière de prévention, d'éducation et de suivi, donc elle est également centrée, elle a à son cœur le Living Lab. Ne vous laissez pas piéger par cette diapositive qui laisserait penser que c'est la plateforme qui est au cœur. Non, pas du tout. La plateforme, c'est un outil. C'est un outil c'est un levier qu'on doit utiliser au service des citoyens, qu'ils soient patients ou pas. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Moi, je le dis, l'un des écueils, puisqu'on est là aussi pour faire passer des messages, si on en a envie, l'un des écueils aujourd'hui, et c'est presque provocateur, de la prévention en France, c'est qu'on mise sur les soignants. C'est une erreur. Je suis soignant, moi. C'est une erreur gravissime. Nous, soignants, n'avons aucune expérience de la prévention, par définition. Les patients viennent nous voir quand ils sont patients, c'est-à-dire qu'ils sont déjà malades. D'accord? Donc, aucun soignant ne peut prétendre avoir l'expérience pratique de la prévention. Une autre parenthèse, il y a quelques années, j'avais fait, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de faire ça pour l'INSERM, une conférence sur la mort. Donc j'avais réussi à faire quelque chose de drôle. Et à cette occasion, justement, je m'étais dit, j'avais regardé, parce que la quête de l'homme, avec un grand H, homme-femme, bien sûr, c'est de vivre éternellement, depuis toujours, et si possible en bonne santé. Et donc, l'homme réussit pas si mal que ça, parce que si vous prenez les 100 dernières années, l'espérance de vie, elle a quasiment doublé. Alors amusez-vous, j'ai fait l'exercice, à regarder quels sont les déterminants, les 3 déterminants de l'amélioration de l'espérance de vie, en France comme dans d'autres pays dans le monde.
Eh bien, les 3 premiers, je vais vous les citer. Le premier, c'est l'arrêt des conflits, des grandes guerres en Europe. Le deuxième, c'est l'électricité. Le fait que l'électricité soit dans tous les foyers. Pourquoi? Parce que ça permet de conserver la chaîne du froid et ça a fait disparaître toutes les maladies liées à la non-conservation des aliments, etc. Et le troisième facteur déterminant, c'est l'équipement de tous les foyers en eau et en égout. Ce sont les 3 mesures qui ont, vous voyez, la vaccination, l'invention de la vaccination intervient en 15e position, la découverte de la pénicilline en 30e position. Donc, si on veut améliorer l'espérance de vie en bonne santé, si on veut faire de la prévention, eh bien, il faut prévenir, il faut agir sur les déterminants des maladies. Il y a très peu de maladies qui sont génétiques. L'essentiel des maladies sont dues à l'environnement. Donc c'est là-dessus qu'il faut impacter, et les citoyens sont les meilleurs acteurs pour agir là-dessus, et non pas les soignants. Donc il est bien question sur cette plateforme de sensibiliser les citoyens à cette question. Et donc l'information et l'éducation a pour ambition d'essayer de changer ce comportement et de bien comprendre que l'amélioration de son bien-être et surtout de son espérance de vie, voir grandir ses enfants, voir grandir ses petits-enfants, est quelque chose qui dépend de nous-mêmes et de personne d'autre, avant tout. Donc ça, c'est ce type d'éducation souhaitée, c'est faire prendre conscience qu'il est nécessaire de devenir acteur. Et ensuite, il faudra trouver les moyens. C'est bien beau de dire « Ok, je veux être acteur, mais quels moyens on me donne pour que je le devienne ?» La notion de dépistage, parce que là encore, on voit à quel point, on l'a vu pendant la pandémie, à quel point le dépistage est parfois quelque chose de compliqué à faire accepter aux gens, et puis ensuite à mettre en œuvre, mais pourtant hautement impactant sur la qualité de vie et l'espérance de vie. Et puis bien sûr, le troisième enjeu majeur en la matière de la plateforme de prévention, c'est effectivement, et on est très content d'entendre aujourd'hui que c'est une priorité, c'est effectivement faire en sorte que l'on vieillisse chez soi. Bonté divine. Pourquoi a-t-on inventé des EHPAD? Pourquoi a-t-on inventé des endroits moi, je pensais qu'il n'y avait que pour les éléphants que la nature avait créé des endroits où, une fois passé un certain âge, on s'isolait pour mourir. C'est terrible, hein? Mais donc, vieillir chez soi, c'est bien ce à quoi tout le monde aspire, on l'imagine en tout cas. En tout cas, tous ceux et toutes celles qui aspirent à cela doivent avoir la possibilité d'accéder à ça. Là encore, on est dans l'accès et l'importance donc de cette dimension. Le sport, pour dire pourquoi je m'arrêtais là-dessus, bien sûr, et il est évident, n'est-ce pas, que le sport c'est bon pour la santé. C'est évident, hein? Ben non, on se trompe. Concrètement, pourquoi? Vous allez dire, mais il est fou, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi on se trompe? Parce qu'aujourd'hui, l'image du sport en France, elle est très négative. Aujourd'hui, comment les gens perçoivent le sport? Ben, le sport, c'est la Coupe du monde de football, et donc avec les copains devant la télé, le plateau télé. Donc la sédentarité. La majorité des gens sont sédentaires et souvent, indirectement, utilisent le sport comme facteur de sédentarité, paradoxalement. Deuxièmement, l'image du sport est tellement péjorative, toujours dans l'esprit de chacun d'entre nous, qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de parents qui demandent à ce qu'on fasse des certificats de dispense de sport pour leur enfant qui n'est pas à faire du sport à l'école. Vous voyez qu'on a la nécessité d'intervenir et probablement qu'il ne faut plus parler de sport et santé, mais d'activité physique et santé. Parce que sport est associé à une connotation de compétition, de record, de dépassement de soi. Or, la santé et le sport et l'activité physique, ça n'est pas le dépassement de soi. C'est l'activité physique pour se maintenir en bonne santé, pour avoir un équilibre psychique et physique vis-à-vis de notre environnement. Parce que notre environnement nous impose un certain nombre de contraintes alimentaires,
et autres, lesquels, pour qu'on en atténue, je ne suis pas sûr les effets négatifs sur notre organisme, eh bien, nécessitent que l'activité physique soit au rendez-vous pour utiliser et consommer ces apports métaboliques et caloriques. Donc l'usage du numérique, bien évidemment, c'est un mot aujourd'hui presque devenu banal, mais il est important de bien comprendre que le numérique dans l'hôpital virtuel, c'est simplement s'approprier un outil qui est devenu banal au service d'une mission extrêmement précise dirigée vers les citoyens de notre territoire. Je passerai sur les forces de notre projet pour dire, et c'est ma dernière diapositive, c'est celle sur laquelle on va échanger et discuter, si vous voulez bien, c'est de revenir au point de départ. Rien n'est possible si on ne part pas des citoyens sur un territoire donné. Autrement dit, rien n'est possible si on se place, j'ai un avis biaisé, hein, c'est sûr, mais si on se place à l'échelle d'un pays, rien n'est possible. Pourquoi? Parce que les territoires sont très différents les uns des autres. Les écosystèmes dans chaque territoire sont très différents les uns des autres. Les besoins ne sont pas les mêmes. Dans les Yvelines, les besoins ne sont pas les mêmes au Chênay qu'à Trappes ou à Mantes. Donc, imaginez un dispositif qu'on appliquerait partout de la même façon, n'a aucune chance de fonctionner. Ou s'il fonctionne, il ne sera pas très efficient. Et donc, on doit bien partir du terrain. Les idées, elles doivent remonter, c'est-à-dire qu'on doit revenir à cette notion que dans son territoire, on est acteur, et on dit, bah, en fait, c'est ça qui manque à nos enfants. Il manque un parc ou un endroit où ils peuvent faire du sport, ou de l'activité physique. Ce qui manque, c'est qu'on n'a plus accès facilement à une consultation quand on est une jeune femme, non pas parce qu'on est malade, mais parce qu'on a besoin de consulter une sage-femme, un gynéco, pour des raisons normales de bien vivre sa féminité et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point on a suivi, tout le monde a suivi hein, des questions, des sujets aussi simples hein, que les protections hygiéniques pour les jeunes adolescentes. Des choses toutes bêtes. Hein. Et donc ça, c'est des choses qui doivent, dans les territoires, émerger. Et puis ensuite, au sein du Living Lab, les citoyens et les accompagnants et les différents acteurs, les différents partenaires, essayer de transformer ces idées en projets et d'avancer par projet concret avec des indicateurs de suivi en s'appuyant sur les plateformes. Merci pour votre écoute. Et non, bravo à vous, hein, surtout. Je vais prendre les questions. Je voulais juste prendre une minute pour partager la méthodologie en fait, qu'on a adoptée, qui était une méthodologie en mode Living Lab, puisque au tout démarrage, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, il y a eu évidemment tout le travail d'investigation, de décryptage, de compréhension, aussi ce qui se fait à l'international. Le Canada est très en pointe. Il y a un certain nombre d'acteurs en fait, qui déploient des initiatives pour partie similaires, en tout cas sur des pans. Donc il y a eu un gros travail d'investigation, de recherche, de connexion avec ces gens-là. Il y a eu aussi un gros travail de terrain par le design, d'écoute, puisque tout à l'heure on vous disait, c'est pas les mêmes partout, mais d'écoute des citoyens, d'écoute des professionnels, d'écoute des besoins, d'écoute des spécificités, en tout cas sur les différents endroits du territoire. Et puis un gros travail de co-construction. On les a réunis, on les a fait venir ici. Il y avait des dermatologues, il y avait en fait il y avait tous les acteurs en fait qui étaient concernés. Il y avait aussi les acteurs territoriaux, les acteurs du département des Yvelines, qui tous réunis ont à la fois permis de repenser le parcours, mais aussi identifier les moments clés, les points durs, les leviers, les opportunités sur lesquelles qu'on allait pouvoir saisir, et puis peut-être les points de difficulté dont on sait en fait, qu'on allait rencontrer. Tout ça pour finalement co-construire à la fois un programme médico-scientifique solide, mais aussi prototyper ce qu'allait pouvoir devenir demain cet hôpital virtuel. Ça, c'est l'étape 1 sur laquelle on a travaillé. Puis il y a l'étape 2, qui va être celle dans laquelle on va vivre quand demain cet hôpital existera, parce que s'il est loin d'être virtuel, il est en dur, cet espace physique. Et donc se dire aussi qu'il va y avoir toute la phase en mode Living Lab de co-construction d'indicateurs avec les mêmes parties prenantes, se dire mais qu'est-ce qu'il y a de l'importance et de la valeur pour tel ou tel acteur impliqué dans le projet, et puis comment est-ce qu'on va ensemble évaluer
la performance finalement de cette approche qui va vivre sur le terrain. Et puis peut-être qu'on a projeté des modes de fonctionnement, des modes d'organisation, des outils, des techniques qui, quand on les aura testés, on va devoir les faire pivoter ou on va devoir aller chercher d'autres modes de fonctionnement auxquels on n'a absolument pas pensé encore aujourd'hui. Et donc dire que derrière tout ça, il y a un très gros travail de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, et c'est ça aussi, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, partager avec vous la façon dont on travaille quand on dit qu'on travaille en mode Living Lab. Il y a le Living Lab en continu quand il existe, qui nous permet d'être en itération perpétuelle avec le terrain, et puis il y a en amont le fait que tous les services, tout ce qui va être développé est aussi co-construit avec les parties prenantes et tombe pas du ciel en fait. Voilà. Donc je vous propose de prendre les questions, je crois que vous en aviez une. C'est plutôt une remarque par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin et par rapport à votre projet qui est très inspirant parce qu'effectivement, prendre en compte la vie des patients, je connais ça depuis pas mal de temps. J'ai travaillé pour Marseille Diabète et donc l'éducation thérapeutique du patient il y a 20 ans, c'était une grosse rigolade, quoi. Les gens n'y croyaient absolument pas. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que j'ai entendu ce matin sur la co-construction et tout ce que vous avez dit, il y a un élément qui revient sans arrêt, que vous ne nommez pas, que personne n'a nommé, qui est en fait la solidarité. Et je crois qu'avec la Covid, on a compris ce que c'était la solidarité. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important parce qu'on pourrait peut-être commencer à éduquer les citoyens et les patients sur cette notion de solidarité et de montrer, comme vous l'avez montré tous là, que si on ne se met pas ensemble à faire et à penser quelque chose, on n'arrivera à rien. Voilà, c'est tout. On ne peut que partager, hein, bien sûr. Je rebondirai en disant qu'on a une difficulté, c'est qu'en général, on arrive à être solidaire face à un problème identifié. Mais lorsqu'il n'y a pas de problème identifié, on ne voit plus l'intérêt, entre guillemets, de la solidarité. Et notre problématique, me semble-t-il, c'est que je pense qu'en France, on n'arrive pas à visualiser que notre problématique, c'est que notre santé est en train de décliner. Et vous avez vu le recensement de l'INSEE, le dernier recensement de la population de l'INSEE. Tout le monde s'attarde sur l'espérance de vie continue d'augmenter. Oui, mais l'espérance de vie en bonne santé, non. Elle stagne depuis 10 ans et elle risque de décliner. Et ça, c'est dramatique pour notre société. Pourquoi? Parce que si on vit moins longtemps en bonne santé, ça veut dire si on a recours plus jeune au système de santé, que par ailleurs, l'espérance de vie augmente. Donc on est plus nombreux au-delà de cet âge en bonne santé, donc on est plus nombreux à peser sur l'offre de soins. Et bien donc on va aggraver l'accès aux soins, les déserts médicaux, les coûts pour la santé, et donc c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de s'installer. Et il est vraiment important, sur la vision à long terme, à moyen terme, c'est de dire il faut mettre tout le paquet sur la prévention primaire. Notre objectif, c'est de faire reculer l'âge en bonne santé, qui est pour une femme de 63,7 ans, 62 ans pour un homme, alors qu'en Espagne, en Allemagne, il est de 65 ans. En Espagne, en Allemagne, en Italie, cet âge d'espérance de vie en bonne santé augmente au cours du temps. La France se caractérise par le plateau depuis 10 ans. Il y a un autre chiffre qui doit nous interpeller. La mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité de la premier mois de vie, augmente en France. C'est le seul pays à haut revenu dans lequel cette situation, cet indicateur augmente. Alors c'est sûr, c'est multifactoriel, mais ce n'est pas le hasard. Là aussi, il y a indiscutablement un problème d'accès aux soins quand on est enceinte, et donc que l'on n'a pas une surveillance normale de sa grossesse, ou que l'on vit dans de telles conditions de précarité que ça a un impact négatif sur notre grossesse.
ou que l'on a une grossesse compliquée, mais malheureusement pas accès à une maternité de niveau 2 ou de niveau 3. Et donc, vous voyez la situation dans laquelle on se trouve, pardon d'avoir été trop long. C'était comme on est chronométré. Je ne sais pas, c'est peut-être l'étape suivante. Moi, j'ai une vision évidemment oncologique, cancer, association, maladies rares. Et je vois bien ce bon monde idéal. Et je vois le problème, je suis dans une association, on a fait un MOOC, donc j'étais sensible au mot, c'est la montée en compétences en fait et le relais ville-hôpital. On voit bien que de plus en plus, on est en ambulatoire où on a de la HAD. Et donc, je vois le problème de la montée en compétences, que ce soit des généralistes pour le diagnostic ou en prévention. Ça, dans les maladies rares, c'est encore un autre sport. Ou la montée en compétences des infirmières ou des IPA, peut-être là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est l'étape suivante ou... Oui, non, c'est tout à fait... Comment vous avez fait entrer les acteurs là-dedans? Parce qu'il faut qu'ils soient motivés ou qu'il y ait de la solidarité, mais c'est toujours un peu compliqué de faire un... Un premier exemple pour illustrer l'outil qui va être posé au cœur de la ville nouvelle, il n'en demeure pas moins que le 78 est vaste, qui ne va pas physiquement couvrir tout le territoire. Eh bien, il est connecté au territoire pour permettre justement de vieillir chez soi, grâce à des équipes mobiles, avec en particulier des infirmières coordinatrices, des mallettes de télémédecine qui vont aller près du patient ou des internes en formation, mais encadrés dans le dispositif, qui vont aller, dans le cadre d'équipes mobiles, auprès des patients, et grâce aux outils de télémédecine, pouvoir faire de la téléconsultation avec le CHU au sein de l'hôpital virtuel. Et donc on emmène là encore le suivi et l'expertise nécessaires pour ces patients qui ont des maladies complexes au plus près de leur lieu de vie. Oui, il y a les IPA pour les déserts médicaux. Oui. C'est pas vraiment, nous c'est pas une IPA désert médical. C'est vraiment l'équipe et un membre de l'équipe de l'hôpital virtuel. L'équipe mobile, c'est une projection, c'est une tentacule de l'hôpital virtuel. C'est pas quelque chose de différent et un dispositif différent. On n'invente rien. Hein. Depuis presque 20 ans, donc je ne suis pas l'initiateur, ma fac avec le département des Hauts-de-Seine cette fois-ci, travaille pour la promotion de santé à des bus qui sillonnent les Hauts-de-Seine, dans lesquels il y a des étudiants qui font leur service sanitaire et autres, et qui participent à des actions de prévention en amenant les soins ou la prévention sur la place du marché, près des gens, et ça permet de couvrir un territoire de façon intelligente, mais de façon pragmatique. Ce que vous dites est absolument passionnant. Merci beaucoup pour cette petite mise au point qui, je crois, est nécessaire au XXIe siècle. Il y a 11 ans, quand j'ai créé Life is Rose, je crois que c'était la première fois que des soignants ou des patients entendaient parler de précarité en santé, parce qu'en fait, on a un peu oublié que, malheureusement, comme on a la chance d'être soigné en France, alors pas toujours de la même manière partout, je suis bien d'accord avec vous, mais on a quand même cette chance-là. On a quand même oublié qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, à l'époque, quand j'ai donné l'exemple et que j'ai créé cet accompagnement sociétal pur et dur, parce que je ne suis ni chercheur ni médecin, par contre, après 2 cancers à 34 ans et 36 ans, en ayant perdu ma maison et mon travail, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un certain nombre de facteurs dont on ne parlait pas. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans le 78 comme ailleurs, puisque nous sommes basés dans le sud-ouest et qu'on accompagne des familles dans toute la France, y compris dans les Yvelines, on travaille avec les travailleurs sociaux qui ont été les oubliés du parcours de santé depuis plus de 20 ans, qui sont enfin remis un tout petit peu au centre suite à nos différents plans cancer et à notre stratégie décennale. Enfin, on parle de précarité, enfin, on parle de problématiques sociétales. Et je voudrais savoir dans quelle mesure le travail que nous faisons au quotidien avec les travailleurs sociaux pourrait ou déjà l'est d'ailleurs, intégré à l'hôpital virtuel et à ce Living Lab qui est extrêmement intéressant, puisque pour le coup, nous, on travaille à distance depuis toujours, nous sommes tous bénévoles, et ça ne nous a jamais empêché d'éviter à des familles de perdre un logement ou de continuer à manger, puisque ce sont des facteurs économiques
de base, vous les rappeliez, et au-delà de la perruque, le papouillage des mains, du visage, etc. Donc clairement, j'avais rien à foutre, hein, parce que je ne pouvais plus donner à manger à mon gamin. Voilà, il y a des choses qui sont basiques, et je crois qu'en France, on a besoin d'y revenir sérieusement. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, d'ailleurs. Non, mais on vous rejoint complètement, vraiment complètement. C'est un peu... on n'a pas la prétention d'y arriver, hein, on en est au stade de mise en place de cette expérimentation, mais c'est vraiment le concept qu'on poursuit. C'est vraiment de partir des gens et de leurs problématiques et d'apporter des solutions et non pas de créer des dispositifs en espérant ensuite que ça réponde aux besoins, hein, et que ça fonctionne. C'est vraiment la démarche qu'on a adoptée. Et bien sûr, on est très ouvert au monde associatif en général et à tout acteur qui partage cette même vision et cette même ambition. Parce que dans le 78, les travailleurs sociaux, comme partout en France, mais sont extrêmement actifs, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même des situations de précarité avancée avant même que la maladie n'arrive. Donc évidemment, la prévention, c'est le cadet des soucis d'une frange de la population, mais pas que. Mais pas que ce soit à Versailles ou à Trappes, les problématiques de précarité touchent les familles, malheureusement, pas de la même manière, mais avec les mêmes résultats. Donc ils ont quand même un travail qui est parfois très compliqué. Et c'est vrai que nous, on les accompagne du mieux que l'on peut parce qu'on n'est qu'une petite association, malheureusement, de patients. Mais je pense que ça pourrait être un volet extrêmement intéressant à intégrer avec ces acteurs-là. Oui, c'est très... Merci. Je voulais juste poser une question, justement. Vous avez introduit votre propos avec les chiffres, hein, enfin, illustrant les disparités de mortalité entre Trappes et Versailles. Dans quelle mesure avez-vous aujourd'hui déjà des indicateurs d'évaluation de votre outil? Alors, peut-être pas sur la mortalité, hein, puisque j'imagine que vous n'avez pas forcément le recul pour savoir ce que ça a fait sur la quantité de vie. Néanmoins, sur la qualité de vie, quels sont les indicateurs que vous avez pu produire pour évaluer l'efficacité de votre outil, et comment ils sont potentiellement déclinables selon les territoires, puisque vous avez bien souligné que les outils sont nécessairement différents selon les territoires. Merci. Merci pour votre question. Alors malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas y apporter de réponse, puisqu'on en est à l'implantation du dispositif. Donc on espère pouvoir mettre la première pierre en 2023 et avoir l'ouverture du Living Lab aux alentours de fin 2024. Notre premier indicateur sera le taux de participation des citoyens du territoire. Okay. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut que l'outil soit approprié par les citoyens. Après, on a des indicateurs intermédiaires autour du niveau de connaissance, de la notion de santé, de bien-être, de connaissance, de différence entre sport et activité physique, d'image de l'activité physique, etc., avant d'aller mesurer l'impact, et ce ne sera pas nous qui le ferons, l'impact sur la mortalité, sur la morbimortalité, ce sera l'Agence régionale de santé, ce sera les autres acteurs dont c'est la prérogative de faire ce suivi et ce recensement. Et puis on co-construira les indicateurs avec toutes les parties prenantes, comme on l'a fait pour co-construire l'offre de service, on co-construira les indicateurs à mesurer en fait. Qu'est-ce qu'on veut aller mesurer? Et ben on le fera avec toutes les parties prenantes du territoire.